Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous ce matin. Nous allons parler de comment protéger votre entreprise des cybermenaces et quelques éléments logistiques avant de démarrer. Cette session va être enregistrée et le lien sera mis à disposition par la suite. Et également un élément technique particulier où on a une latence de 20 secondes. Donc au moment où vous poserez des questions, nous ne les verrons pas tout de suite. Et vous pouvez poser les questions dans le chat au fil de la discussion. Nous les reprendrons à la fin afin d'y répondre. On va peut-être attendre encore une petite minute avant de démarrer pour que tous les participants arrivent. Et ensuite, on va se présenter. Bon, okay. Ils auront le replay, ma foi. Donc, je suis en compagnie d'Angélique Lemot. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Angélique Lemot. Je suis responsable entreprise pour Perennial, la société Perennial SA. Et comme les participants, j'ai été chef d'entreprise et puis j'ai travaillé pour diverses compagnies d'assurance. J'ai rejoint Perennial pour défendre prioritairement les intérêts de mes clients et m'assurer de leur sécurité financière. La société Perennial, un petit mot, a été créée en 2005 par M. Sacha Bomley. Elle est spécialisée dans le conseil et la gestion des risques auxquels sont confrontées les entreprises et les individus aussi à titre privé. L'équipe Perennial s'est constituée autour de pôles de compétences. Mon domaine d'expertise, c'est l'assurance des risques spéciaux, la protection juridique, l'assurance crédit, la responsabilité civile professionnelle, celle des dirigeants et des organes de société. Et puis, sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les risques cyber. Très bien. Bonjour à tous, Fabien Jacquier, je suis expert en cybersécurité et fondateur de Kios. Kios qui a été créé il y a maintenant 20 ans. C'est une société de services spécialisée dans la cybersécurité. Avec un peu plus de 50 collaborateurs, nous avons des bureaux à Genève, à Bienne et à Saint-Gall. Nous accompagnons nos clients à travers toute la Suisse. Et moi-même, Charles Badjak-Cézian, j'ai rejoint Kios en ce début d'année et les 7 années précédentes, j'ai été responsable de la sécurité des systèmes d'information de Genève Aéroport. Dans cette heure que nous allons partager aujourd'hui, je vais représenter une PME de 50 personnes environ, avec peut-être 1 ou 2 techniciens un peu spécialisés, un peu plus experts que la moyenne, qui gèrent un petit peu l'infrastructure ou les relations avec mes partenaires. Et ce qui va se passer, c'est que un de mes collaborateurs va m'appeler, me dire écoute, il semble qu'on a un problème, je n'arrive plus à accéder à mes fichiers, probablement que c'est un rançongiciel qui vient de frapper. Fabien, est-ce que tu peux expliquer comment ça arrive? Donc les rançongiciels, on dit ransomware, souvent ça utilise des techniques de crypto-blocage, pour être précis. Donc en fait, l'idée souvent, c'est que, et presque la plupart du temps, c'est un email qui est envoyé à un collaborateur dans lequel soit il y a une pièce jointe, il y a le logiciel malveillant, soit il y a un lien vers un site web qui lui-même est malveillant, la personne télécharge une pièce jointe. C'est les mécanismes classiques. Ensuite, le logiciel malveillant s'installe à l'insu de la personne, elle voit pas forcément que ça s'installe tout de suite, mais tout ce qu'elle voit, c'est que petit à petit, tous les documents auxquels elle a accès, donc à la fois sur l'ordinateur, mais sur tout le réseau et toute l'entreprise, commencent à être chiffrés. Donc, elle ne peut plus du tout travailler et toute l'entreprise est bloquée. D'accord, donc sur les bons conseils d'Angélique, j'avais souscrit à une assurance, mais moi, si j'ai un problème informatique, la première chose qui me vient à l'idée, c'est d'appeler mon prestataire informatique. Est-ce que c'est bien comme ça que je dois procéder? Oui, effectivement, on a envie de tout de suite appeler son prestataire informatique, et c'est normal, et il faut quand même l'appeler, mais c'est quand même conseillé de d'abord appeler aussi l'assurance. Ah oui, et pourquoi il faut prévenir l'assurance? Alors, c'est un préalable, bien évidemment. Il faut annoncer son cas dès lors qu'on est assuré, parce que c'est l'assurance qui va quand même prendre en charge les premiers frais d'urgence et puis qui va déclencher l'assurance, en fait, hein, en quelque sorte. Sachant que le cas soit avéré ou non, qui est une voilà, ça peut être aussi par rapport à une suspicion. On va appeler
son fournisseur de prestations en cybersécurité, on va appeler son assureur. Bien évidemment, les frais forensiques pour vérifier s'il y a eu attaque ou pas, etc., seront pris en charge dès lors où il y a une cyberattaque avérée. Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, une assurance ne rentrera pas en matière. D'accord. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que si j'appelle l'assurance en premier, c'est que j'imagine qu'elle va m'envoyer son armada de spécialistes et que je ne pourrais pas choisir de travailler avec mon prestataire habituel. Non, alors ça ne se passe pas comme ça. Cette armada est indispensable, comme tu dis très bien. Ce sont des partenaires avec lesquels les assureurs travaillent pour tous les clients et les entreprises et sociétés qui n'en ont pas, de contrat avec des entreprises informatiques ou des entreprises de cybersécurité, bien évidemment. Il faut bien immédiatement envoyer des experts sur le terrain. Par contre, ton entreprise a un contrat avec Kios, tu t'adresses à Kios, bien évidemment, pour faire le nécessaire. Et c'est la cyberassurance qui paiera les frais de l'entreprise. D'accord, donc j'ai ouvert le cas, je t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Que font tes équipes? Donc la première chose à faire, c'est déjà avant tout, c'est de voir si c'est effectivement bien une attaque. Et puis, du coup, de limiter le plus possible la propagation de l'attaque. Donc, de réagir assez vite pour éteindre les serveurs, éventuellement éteindre Internet. Ensuite, c'est d'essayer de voir où est-ce que le virus s'est propagé, qu'est-ce qui a été endommagé, estimer l'impact des dégâts, on va dire. Et puis, le plus vite possible, remettre en œuvre, donc à la fois, on va dire, éradiquer le virus, le système, et faire la remédiation pour remettre en œuvre tous les systèmes, donc trouver les backups et à la fois nettoyer et puis remettre en œuvre les applications et les données pour que l'entreprise puisse reprendre le travail. Également, on va être sûr de pouvoir récupérer toutes les logs, tout ce qui s'est passé pour pouvoir, dans un deuxième temps, investiguer. Et pendant que tu travailles, qui sait, est-ce que l'assurance m'aide à communiquer avec mes clients, mes partenaires sur ce qui s'est passé? Parce que je ne sais pas forcément quelle est la bonne manière de procéder. Alors oui, évidemment, dans les différentes offres cyber, vous avez des modules à souscrire. Alors, dans la loi sur les contrats d'assurance, il y a une base dans l'assurance cyber, comme dans tout type d'autres assurances, qui reprennent systématiquement la responsabilité civile, les propres dommages, la gestion de crise, ce dont on vient de parler, le social engineering, donc le hackage via des mails, voilà, ce qui représente 70% aujourd'hui des hackings. Il faut savoir quand même que la cybercriminalité aujourd'hui fait partie des 3 premiers risques des entreprises en Suisse. Donc, on va développer, l'assurance va verser les prestations d'une enveloppe qui va être destinée à gérer la réputation d'entreprise par rapport à ce phénomène. Et puis, ça peut être un article dans le journal, ça peut être un communiqué ensuite envoyé à tous les clients, les fournisseurs, enfin toutes les personnes qui ont été impactées. C'est important aussi parce qu'on l'a vu précédemment dans des affaires dont tout le monde a parlé, la coupe de rôle et autres, qui n'ont pas communiqué. Voilà, derrière, il y a eu beaucoup d'inconvénients et puis de mécontents, bien évidemment. Et tout à l'heure, tu as évoqué que l'offre de cyberassurance, en fait, elle est composée de différents modules. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de souscrire à plusieurs assurances selon les modules qu'elle propose? Alors non, ça n'a aucun intérêt. On va appeler ça va être de la surassurance, sachant que si effectivement dans le contrat que vous avez eu, alors c'est notre métier à nous, Pérignal, d'étudier le profil de l'entreprise et puis lui proposer les prestations en fonction de ses besoins, bien évidemment. Si ça n'a pas été le cas précédemment, eh bien nous, on va surtout tenter à trouver des solutions alternatives. Typiquement protection juridique, certaines assurances, cyberassurances la proposent cette prestation, d'autres non. S'il est important pour le client que ces frais juridiques soient pris en charge en cas de procédure pénale ou autre qui va se défendre par rapport à une procédure du préposé par exemple à la protection des données, eh bien dans ce cas-là, nous lui
proposeront en parallèle une protection juridique. Ou alors, et puis à terme, à échéance du contrat, on reverra à ce moment-là à changer d'assureur, le cas échéant, pour développer les différentes prestations. Merci Angélique. Et Fabien, du coup, quel genre de profil de spécialiste est-ce que ça va être, si dans mon entreprise j'ai quelques personnes spécialisées, ça va suffire, ou est-ce que vraiment il y a des spécialités qui vont intervenir chez toi qui sont propres à des entreprises justement de cybersécurité? Alors oui, effectivement, c'est quand même, nous on a des experts en ce qu'on appelle des études forensiques, notamment pour analyser, on va dire, comment exactement l'attaque s'est déroulée, et puis les différentes phases qu'il y a eu et qu'est-ce qui a été vraiment impacté. En général, c'est fait dans un deuxième temps, parce qu'avant tout, on essaye de gérer la crise. Et pour le coup, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir, soit en interne de s'être préparé, soit d'avoir aussi de s'appuyer sur des experts en gestion de crise, à la fois pour savoir quel rôle qui va prendre, quel rôle en termes de communication, en termes d'organisation, etc. D'accord. Et donc, ces spécialistes, ils ont un coût, mine de rien, surtout quand ils interviennent en urgence. En général, les piratages interviennent le vendredi après-midi ou pendant le week-end, justement, quand il y a moins de personnel. Et tous ces frais sont bien couverts par l'assurance. On comprend bien là que l'assurance, la cyber assurance, comme c'est le propre de l'assurance, est vraiment là pour protéger le client financièrement. Il va avoir besoin de déployer tous ces frais, et ça a un coût, effectivement, et ils sont toujours pris en charge, bien évidemment, les frais forensiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, la reconstitution des données, le coût de la communication, et également, bien évidemment, la perte d'exploitation. Il faut y penser, parce que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise n'a plus d'activité. Il y a une perte. Voilà, ça aussi, c'est également couvert par l'assurance. Merci Angélique. Avec plaisir. Fabien, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux me préparer à finalement à ce qui vient de m'arriver? Effectivement, c'est bien d'avoir une cyberassurance. Mais le mieux, c'est quand même d'éviter de se faire attaquer. Et pour ça, il y a quand même des mesures. Alors, on peut développer plein de mesures techniques pour limiter les risques, mais il y a quand même des mesures assez simples à prendre. Les principales mesures qui viennent à l'esprit, c'est d'abord de bien sensibiliser les collaborateurs au risque, pour éviter, parce que c'est presque tout le temps via un collaborateur qu'on va avoir une attaque, à son insu évidemment. Donc, pour qu'il soit vigilant quand il reçoit un email, quand il reçoit des documents paraissent un peu étranges. Ça permet de déjà beaucoup réduire le risque. Donc, il y a des formations, il faut le faire régulièrement. Il y a aussi des formations en ligne qui existent, c'est complémentaire. Ce n'est pas un très gros investissement par rapport à ce que ça apporte en termes de réduction de risque. Ensuite, évidemment, on va faire, faut bien faire ces mises à jour de tous ces systèmes, parce que les mises à jour corrigent toutes les failles de sécurité qu'il y a sur tous vos systèmes, et ça limite le risque que un hacker utilise cette faille de sécurité. Des fois, c'est même des failles qui sont utilisées directement depuis Internet. Et enfin, évidemment, c'est d'être sûr qu'on a bien des backups, plusieurs backups, et notamment au moins un backup qui n'est pas connecté à Internet. Parce que s'il est connecté à Internet, potentiellement, il va aussi se faire chiffrer. Donc, c'est important de bien préparer ces backups et de bien tester les restaurations pour être sûr que ça fonctionne bien. Tu as parlé plusieurs fois donc, de contamination des collaborateurs par des mails en particulier. Et donc, ces mails, ils peuvent avoir été transmis à mes clients, à mes partenaires, à mes fournisseurs. Et donc, je pourrais être un vecteur de contamination de mes partenaires et clients. Oui. Et est-ce que finalement, c'est de la responsabilité de chacun de se couvrir contre ce risque, ou s'ils disent que c'est à cause de moi qu'ils ont été contaminés, ils vont se retourner contre moi? Comment ça se passe? C'est clairement de la responsabilité de la personne qui a contaminé l'autre, qui a été vecteur d'une contamination à un tiers. C'est de sa responsabilité, et c'est clairement la base de l'assurance cyber. C'est la responsabilité civile en cas de dommages causés à un tiers, évidemment. D'accord. Et ça arrive que les virus soient transmis? Eh oui, ça arrive très souvent. En fait, un virus, souvent, il a tendance à s'autopropager tout seul. Et donc, il s'autopropage dans l'entreprise pour avoir le plus d'impact possible. Mais des fois, il va s'autopropager à l'extérieur de l'entreprise via un email envoyé ou d'autres moyens. Pour le coup, c'est bien d'avoir une bonne responsabilité civile.
Alors, on a parlé de rançon logicielle, on parle du mot rançon en particulier. Alors, je fais une aparté en préambule. Il est clair que payer une rançon à des criminels, ça pose différents problèmes. Alors, d'abord, éthique, hein, de se dire, en fait, je finance des milieux criminels qui sont justement encore plus motivés à continuer, d'une part. Je finance aussi d'autres activités illicites, parce qu'en général, ces réseaux criminels peuvent être dans le trafic de drogue, trafic d'êtres humains, enfin, tous les jolis trafics du monde. Toutefois, lorsque l'entreprise est totalement paralysée et que c'est 300 familles qui vont se retrouver finalement sans emploi et que c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu, la question de payer la rançon peut quand même se poser et malheureusement, on sait que ça arrive. Est-ce que l'assurance soutient en fait peut aider à financer finalement cette Alors, rançon? soutien est bien, voilà, peut soutenir. L'assureur n'a pas vocation à payer une rançon, bien évidemment. Pour autant, s'il propose cette prestation, ce qui n'est pas le cas de tous les assureurs, et c'est important de le savoir aussi, il faut impérativement qu'il y ait des assurances derrière. L'assurance de récupérer les données, décrypter correctement, etc. etc. On l'a vu avec certaines demandes de rançon, des données ont été cryptées, on ne paye pas, on ne les récupère pas, mais on peut aussi payer et puis ne les récupérer qu'à moitié. C'est jamais un gage, de payer une rançon n'est pas non plus un gage de récupérer automatiquement l'entier de ces données qui ont disparu. Alors, clairement, oui, vous avez des assureurs aujourd'hui qui refusent, qui ont suspendu ces prestations-là et qui refusent dorénavant d'assurer les rançons. Pour l'anecdote, c'est une chose que j'avais vue dans la presse, hein, qu'un hôtel en Autriche s'était fait chiffrer son système d'ouverture des clés électroniques des portes 4 fois de suite. Donc, ils avaient payé 3 fois. Et voilà, donc, en l'occurrence, ce n'est même pas une garantie de ne pas se faire pirater de nouveau. Parce que ça veut dire qu'on n'était pas assez bien protégé, que probablement ils ont laissé une petite bombe à retardement, puis ils l'ont. Les prestations sont couvertes, mais toujours sous réserve, bien évidemment. Dans un autre thème, on voit que l'évolution du cadre juridique, en particulier de la protection des données personnelles, évolue. Et en particulier, le devoir d'information, tu as cité brièvement effectivement la Commune d'Europe précédemment, mais donc l'obligation d'annoncer auprès de toutes les personnes qui vont elles-mêmes éventuellement appeler l'entreprise pour savoir où ça en est. Est-ce que l'assurance peut quelque chose ou elle peut m'aider dans la gestion de cette crise, dans un centre d'appel ou je ne sais pas d'autre? Ah oui, alors là, on revient sur la gestion de la crise. Il y a plusieurs thèmes, hein, là. On a déjà soulevé plusieurs thèmes, hein, à la fois la protection juridique, la gestion de crise. La loi sur la protection des données, la nouvelle loi, c'est un sujet à part entière. On va pas s'étaler dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais elle s'est énormément renforcée, elle s'est durcie. Typiquement aujourd'hui, vous êtes obligé d'annoncer aux autorités un piratage ou un hackage. C'est clair, pour qu'il y ait une enquête, pour qu'il y ait une ouverture d'une procédure pénale, etc. etc. La couverture, bien évidemment, aide les sociétés en cas d'attaque, bien évidemment, parce qu'elles vont aider les sociétés financièrement à se défendre contre de potentielles sanctions à leur encontre pour violation, par exemple, des données personnelles, évidemment. Et que pour parler plus du côté technique, est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre en plus en fait, pour mieux protéger ces données justement? Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas des nouvelles mesures parce que, par exemple, les banques, c'est une mesure qui a été appliquée depuis des dizaines d'années. Mais effectivement, c'est de protéger ces données. Donc, le meilleur moyen déjà d'éviter que les données sensibles, et surtout celles qui concernent les utilisateurs et les citoyens, pour ce qui concerne la RGPD, c'est de chiffrer les données. Et ça, il y a des techniques, c'est assez simple, c'est assez courant, pour que ce soit chiffré automatiquement. Ça réduit beaucoup le risque que ces données se retrouvent volées. Et ça réduit le risque notamment, du coup, il y a une grande perte de réputation de l'entreprise qui a un impact énorme sur l'entreprise parce que ça, il y a une limite aussi dans la couverture des assurances concernant la perte d'image. Donc pour ça, c'est quand même vraiment bien de penser à bien protéger ces données et à bien gérer aussi ces clés de chiffrement. Parce que souvent, on se dit, tiens, on a chiffré les données, c'est bon. Mais non, en fait, les clés, si elles sont volées, si elles sont accessibles, du coup, toutes les données, elles sont accessibles.
Très bien. Bon, admettons, je n'étais pas encore assuré et que je souhaite m'assurer. Comment ça se passe de souscrire à une cyberassurance? Ah, alors dans un premier temps, mais moi, ça fait partie encore une fois de notre métier de conseil, bien évidemment. On va étudier le profil de la société. On va le domaine d'activité, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires, et puis également les besoins de couverture. Parce que tout le monde n'a pas le même besoin, bien évidemment. Hein. Une société en ligne n'aura pas les mêmes besoins qu'un établissement hospitalier, par exemple, hein, en termes de couverture de cyberassurance. Et puis, il faut savoir que les assureurs ne proposent pas tous les mêmes couvertures. D'accord. Donc, il y a un questionnaire, effectivement. Moi, j'ai condensé une série de questions qui sont généralement soumises aux petites entreprises et aux PME. Et puis, dans la majeure partie des cas, pour des sociétés qui ont plus de 50 collaborateurs, qui font un chiffre d'affaires important, ou selon aussi leur activité, les assureurs vont demander à recevoir un questionnaire complété, qui généralement est un gros questionnaire. Hein. C'est l'ordre de plusieurs pages, et de plusieurs dizaines de questions très, très techniques. D'accord. Et est-ce qu'une assurance peut refuser de m'assurer et, enfin, entre nous, qu'est-ce que je dois comprendre si elle refuse de m'assurer? Que vous avez un risque trop élevé pour elle. Donc, tu confirmes qu'elle pourrait refuser de m'assurer, même si je ne suis pas payé? Les assureurs refusent, bien évidemment, ils ont cette possibilité. Il ne faut pas oublier que la société, enfin, le preneur d'assureuse propose à l'assurance de l'assurer, quelque part. C'est l'assureur qui a le dernier mot. S'il estime que le risque est trop élevé, il peut tout à fait refuser. On le voit là tout dernièrement, beaucoup d'assureurs aujourd'hui refusent d'assurer en cyber-assurance les établissements hospitaliers. D'accord. Clairement. Et ils deviennent, voilà, les données personnelles qui sont attachées à la santé sont des données trop personnelles, c'est trop risqué. D'accord, donc si je comprends bien, je vais devoir gérer mes risques tout seul, sans l'assurance qui pourra couvrir ces frais. Donc, tu as déjà parlé de quelques mesures, mais est-ce que tu peux nous dire quelle autre mesure ou activité je pourrais entreprendre pour réduire mes risques, en fait? Alors, effectivement, déjà, nous, souvent, ce qu'on propose, c'est une étude en amont, c'est une sorte de petit audit, une analyse des bonnes pratiques. Est-ce que l'entreprise applique bien les bonnes pratiques? C'est un questionnaire, ça se fait environ 2 jours pour une petite entreprise. Et du coup, on a une évaluation du niveau de sécurité, on va dire, puis quelles actions on peut entreprendre pour réduire le risque. Donc ça, c'est assez courant. J'ai déjà parlé d'autres mesures tout à l'heure. Effectivement, de faire aussi des scans de vulnérabilité récurrents, des pen tests, c'est quand même bien. Et surtout, pen test, tu me permets de développer ce que ça veut dire un pen test? Donc un pen test, c'est qu'on va engager une entreprise comme nous, avec des hackers éthiques qui sont donc payés pour essayer de hacker l'entreprise. Voir est-ce que des hackers, ils arriveraient à rentrer par la porte, par la fenêtre, par le sous-sol. Et donc, ils essayent tous les moyens possibles, et comme ça, on essaye de voir s'il y a des failles, s'il y a des moyens d'entrer dans l'entreprise. Donc, c'est bien de le faire régulièrement, parce qu'évidemment, le système d'information, il évolue. Une dernière chose qui est bien de faire, c'est de bien se préparer à la gestion de crise. Parce que quand c'est le moment de la crise, souvent on panique un peu. Notamment, on fait des erreurs peut-être des fois des erreurs techniques, et des fois des erreurs de communication. Et quand on est préparé, on sait qui fait quoi et comment on va réagir, finalement, on aborde la crise de façon beaucoup plus sereine et de façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est bien de se préparer. Il y a des entreprises qui aident à se préparer. Nous, on a un partenaire qui s'appelle Datago, qui aide les entreprises à se préparer. On travaille en forte collaboration ensemble. C'est une entreprise sœur qui est basée aussi à Genève. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu as développé que si jamais l'assureur accepte finalement de rentrer en matière pour m'assurer, qu'il y a des questionnaires, tu as dit parfois de plusieurs pages. Oui. Et finalement, je vais devoir répondre à 10 questionnaires de 10 assureurs. Est-ce que Perennial fait quelque chose en amont de ça? Alors, on est bien évidemment là pour soutenir notre client, hein, pour l'aider. On travaille toujours voilà, pour le client, bien évidemment. Il y a, pour les questionnaires simplifiés,
aucun problème, ça on peut le faire ensemble, hein, même c'est vraiment des questions très très basiques. Et puis je pense que le client sait s'il fait une sauvegarde par jour, etc. Voilà. Mais pour les entreprises plus importantes, pour lesquelles l'assureur va exiger que son questionnaire soit complété, le client va vraiment devoir le faire et puis donc, elle pourra le répondre toute seule? Alors, elle devra le faire, bien sûr, on ne peut pas le faire à sa place. Donc, d'où l'intérêt d'avoir effectivement un prestataire en cybersécurité pour pouvoir l'aider à répondre à toutes ces questions. Oui, parce que certaines questions sont particulièrement techniques. Alors, elles sont très techniques, et puis certaines questions, si elles sont complétées, enfin, si vous y répondez mal, en tout cas, si vous ne répondez pas, si vous dites non, par exemple, sur un certain process, l'assureur peut vous refuser l'assurance. Donc, il faut absolument compléter correctement le questionnaire. Puis c'est bien de le faire parce que ça vous montre aussi les lacunes. Un questionnaire, c'est pas une tâche fastidieuse, enfin, c'est une tâche fastidieuse forcément, mais ça a aussi l'avantage de révéler certaines lacunes et d'orienter effectivement notre client dans ce cas-là vers une société spécialisée. Oui, en fait, c'est tel que je le comprends, c'est que parfois on croit de manière implicite en fait que certaines prestations sont couvertes, que notre prestataire sait faire certaines choses. Finalement, on va se poser des questions, on va regarder les contrats, on va découvrir que finalement, avant la crise, que les backups ils sont pas restaurables. Par exemple. Quelle fréquence? Par exemple. D'accord. Ah bah tiens, il faut que j'ai une authentification à 2 facteurs. Tout à fait. Donc, ça c'est important parce que vous avez aujourd'hui des assureurs qui, si vous mettez non à cette question, refuseront l'assurance. Ou alors, vous propose de le mettre en place, qui est long, n'est-ce pas? Enfin, plus ou moins. Pas si longtemps. Voilà, mais il faut un professionnel pour le faire, évidemment. Et puis après, une fois que c'est fait, on revient solliciter l'assureur pour être couvert. C'est très cohérent parce que c'est vrai que rien que sur cet élément, on réduit fortement le risque en ayant une authentification à 2 facteurs, une authentification forte. Ça fait sens. Mais voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment chacun son métier. L'entrepreneur, le chef d'entreprise, il a son métier. Nous avons, le nôtre de conseiller, d'experts en protection des risques. Et puis, bien évidemment, l'expert informatique en cybersécurité. Voilà, c'est un trio gagnant. Merci à tous les deux. Je propose maintenant qu'on passe aux questions si on en a. Je vais vous consulter juste ces quelques questions un instant. Alors, nous avons. Alors, une question de en quoi le chiffrement des données protège des crypto-lockers? Je pensais que ça protégeait les piratages à froid sur les machines auxquelles on accède en lisant les disques. C'est une bonne question et c'est vrai que le chiffrement des données ne protège pas forcément des crypto-lockers. C'est simplement qu'on va réduire les risques parce qu'on va réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. C'est-à-dire que les données, elles sont chiffrées, mais du coup, elles vont pas forcément pouvoir être volées. Le crypto-locker va potentiellement pouvoir loquer les données chiffrées, donc on n'aura plus accès à nos données, donc il faut bien un backup, mais au moins les données ne seront pas volées. Effectivement, c'est à condition que la personne n'a pas accès aux données non chiffrées au moment où le crypto-locker est installé sur la machine. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. En fait, ce que je peux compléter, donc là je reprends le rôle plutôt en sécurité, c'est que de plus en plus les attaques sont combinées, c'est-à-dire un virus rentre sur le système d'information, la première chose qu'elle va faire avant de chiffrer, c'est exfiltrer les données, donc les sortir pour qu'il y ait 2 choses. Soit je suis bien protégé, j'ai mes backups, je vais restaurer. En fait, j'ai le deuxième levier d'attaque, c'est menacer l'entreprise de dévoiler des secrets, des contrats ou des données personnelles. Et donc, si ces données qu'elle a exfiltrées sont chiffrées, eh bien, c'est cette menace-là, en fait, desquelles on se protège. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que nous avons éventuellement d'autres questions? Si on n'a pas, moi, je voulais encore une autre quand même, parce qu'il y a une question, moi, qui me taraude toujours entre l'assurance et finalement le prestataire informatique, c'est j'ai 50 000 francs sur la table, je suis prêt à les investir dans ma gestion de mes risques, mais je me dis, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Je souscris à une assurance ou j'améliore ma sécurité? Qu'est-ce que tu en penses? Les deux, mon capitaine. Voilà, exactement. Mais j'ai que 50 000 francs. Je ne peux pas, j'ai pas 2 points. Oui.
Alors, ouais, c'est sûr que quand on a un budget limité, on ne peut pas s'assurer aussi bien que des grandes entreprises qui vont dépenser des millions dans la sécurité informatique. Donc, il faut trouver le bon dosage par rapport au risque, par rapport au métier et par rapport évidemment au budget. Donc, il y a certaines mesures qui ne sont pas si coûteuses et qui permettent de réduire le risque. Il y a d'autres mesures qui coûtent plus cher. Et là, souvent, ce qu'on va faire, c'est couvrir ce risque de façon commune avec plein de différentes sociétés. C'est ce qu'on appelle une assurance. Exact. Et puis du coup, ben voilà, c'est vrai que ces frais sont ce qui est important, c'est que nous, on va, la société de cybersécurité va effectivement limiter un maximum les risques, mais le risque zéro n'existe pas et ça, on le dit tout le temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement prendre le relais financièrement parlant si effectivement une faille de sécurité venait à exploser, enfin à être atteinte. Voilà, donc Oui, on conseille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût d'une assurance cyber, elle est très variable, bien évidemment. Encore une fois, comme j'ai dit, ça dépend de l'activité, du risque, du nombre de collaborateurs, etc., etc. Donc, on ne peut pas vous dire, voilà, ça coûte tant. Par contre, on sait que c'est une assurance qui est en train d'augmenter. Du coût de cette assurance est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le risque cyber a explosé de façon exponentielle. Hein. On a, je ne sais pas, 65% de cas supplémentaires en 2021. Enfin, c'est énorme. Donc, forcément, il y a une adaptation des actuaires au niveau de la tarification de ces assurances. Et puis, on voit bien, même aujourd'hui, les sociétés qui étaient assurées en assurance cyber voient leur assurance augmenter sensiblement de l'ordre de 20, 30, 40%. Donc, il faut, voilà, c'est pas forcément donné, mais au niveau des prestations, il faut savoir une chose, c'est qu'on va couvrir quand même parfois des sommes en responsabilité civile ou en propre dommage conséquentes. Oui. Ça peut aller de 100 000 à 1 million, 2 millions, 5 millions, pour parfois une prime qui ne va pas dépasser 2, 3, 4 000 francs. Une autre question qui nous vient. La tendance aujourd'hui est de tout miser sur le cloud, que ce soit les mails, les données ERP. Comment évaluer le risque de sécurité et les limites d'un tel choix? Alors, il n'y a pas, enfin, le cloud en soi, souvent on parle du problème de la confiance qu'on a dans le prestataire cloud. Est-ce qu'il va mettre en œuvre suffisamment de mesures de sécurité pour garantir voilà, une protection par rapport à si vous aviez vos propres serveurs. Il me semble qu'il y a une étude qui a été faite par l'université de Zurich, si je me rappelle bien, l'État de Zurich peut-être, qui a estimé qu'il n'y avait pas plus de risques, et peut-être même moins de risques, à utiliser des prestataires cloud, parce que justement, ils ont plus de moyens pour mettre en œuvre des éléments de sécurité. Après, il y a quand même des problématiques de conformité face à des régulations diverses, qui fait qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel cloud, il faut quand même prendre des mesures, utiliser des clouds qui soient conformes à notre activité. Si je complète la réponse, en fait, c'est que lorsqu'on a sa propre infrastructure de A à Z, on va devoir finalement mettre un volume de mesures complet de A à Z. Donc, si je suis une PME et que j'ai 2 serveurs, la totalité des mesures va peut-être me coûter très cher, alors que je pourrais mutualiser une partie de ces mesures finalement dans le cloud. Et attention, cloud, je dirais prestation de base, ça peut ne pas être suffisant. C'est pas parce que j'ai souscrit, prenons l'abonnement Microsoft, c'est pas suffisant pour me sécuriser. Je vais compléter l'offre avec des offres de backup décentralisées, du chiffrement, de l'authentification forte. Il faut des experts quand même qui interviennent. Par contre, comme on a mutualisé une grande partie de ces coûts, en fait, on va peut-être globalement lisser ce coût dans la durée plutôt que de devoir l'investir initialement de manière massive. Tout à fait. C'est vrai que en fait, les pratiques, soit dans la protection, la réduction des risques, que ce soit dans le cloud ou dans l'entreprise, finalement, c'est quand même les mêmes. Simplement, c'est juste qu'il n'y a pas le périmètre qu'on avait avant de l'entreprise avec le château fort qu'on construisait autour de l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on appelle des architectures un peu hybrides, où une partie des données sont dans le cloud, une partie est dans l'entreprise.
Donc, ce n'est pas forcément plus compliqué. Il y a quand même des bonnes pratiques qui existent. Simplement, il faut faire l'exercice de faire l'analyse. On a une nouvelle question. Est-ce que Kios peut aider à réduire la prime d'assurance contre le cyberrisque en apportant une forme de certification, par exemple? Alors, effectivement, l'idée, c'est de mettre en œuvre des mesures qui vont réduire le risque. Après, chaque assurance va avoir sa propre méthode, j'imagine, de réduction de risque. Je peux laisser plutôt la parole. Alors, c'est une bonne question. Ça pourrait, ce serait judicieux, ce serait même juste. Néanmoins, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne serez accepté par l'assurance que si vous êtes en totale conformité informatiquement parlant. Le fait de ne pas l'être ou de l'être ne va pas réduire votre prime. Alors après, la réduction d'une prime, ça peut être aussi un ensemble. Hein. Ça fait partie aussi de notre métier chez Périnéal, de trouver, de négocier aussi, bien évidemment, vos primes d'assurance auprès de vos assureurs, bien évidemment. Hein. Mais si on prend toute proportion gardée, à partir du moment où vous avez, vous avez rempli votre questionnaire, que vous êtes en norme avec toutes les procédures de sécurité, pardon, vous êtes assurable. Si je reformule ce que tu dis là, en fait, moi, j'ai envie de dire, déjà, si l'assurance veut bien rentrer en matière… Déjà par rapport à l'activité, au risque, au fait que, bien évidemment, il répond à toutes les normes de sécurité exigées par l'assureur, bien évidemment, effectivement, là, l'assureur peut accepter de vous assurer, mais n'acceptera pas forcément une remise ou un rabais sur le montant de la prime parce que vous avez les bonnes protections. Alors, c'est vrai que des labels, il en existe, et c'est très bien. On est dans un domaine qui est en train de gagner en maturité, et peut-être qu'à l'avenir, justement, en ayant certains labels, on pourra réduire notre prime d'assurance. Notamment, voilà, c'est des standards ISO 27001, il y a des standards suisses, donc c'est en train de se mettre en œuvre, mais il n'y a pas de règle pour l'instant. Il n'y a pas de règle pour toutes les assurances. Exact. Simplement, nous, c'est vrai que, par exemple, il y a certaines assurances qui considèrent que si nous, on fait notre analyse de risque en amont et qu'on donne le rapport, ça va permettre de réduire le risque. Mais ça ne va pas être le cas pour toutes les assurances, malheureusement. Et je dirais, une question de plus, ça prend combien de temps de souscrire à une cyberassurance? Parce que là, on a parlé d'une évaluation de profil de risque, questionnaire, ça fait des allers-retours. Si finalement, je ne suis pas assuré, je souhaite m'assurer, combien de temps ça prend? Alors, on va faire une étude chez Périnéal, on va faire une étude, une analyse du profil, des besoins, etc. On va remplir ces fameux questionnaires. Donc, tout ça prend du temps, bien évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Et puis, il faut compter à peu près, je veux dire, à peu près 5 jours ouvrables pour que les assureurs nous déposent une offre, que nous, on puisse l'étudier convenablement, faire une synthèse de ces offres-là, et puis en discuter avec notre client, qui ensuite, une fois que l'assureur dépose une offre, c'est que l'assureur accepte le risque, bien évidemment, et puis c'est ensuite le client, bien évidemment, qui, avec nos bons conseils, fera son choix. Oui, donc je n'ai pas encore le site en ligne où je souscris et j'ai toute l'assurance. Non, et ça puis, va mettre 2 mois. Oui, et puis, si vous voulez, pour certains, c'est pratique, les services en ligne, bien évidemment, je ne suis pas contre, bien évidemment, on ne va pas dire le contraire, sauf que là, on est sur vraiment des assurances techniques. Mine de rien, on n'a pas l'impression, mais on parle quand même de risques, de cyber-risques. Hein. Ce n'est pas anodin, c'est comme la responsabilité civile ou autre, ou la protection juridique. Il faut savoir ce qui est couvert, ce qui est exclu. Voilà, c'est quand même relativement complexe. Donc, alors, pour les particuliers, il existe aujourd'hui des solutions clés en main via Internet, évidemment, mais vous avez vraiment le basique sans pouvoir choisir d'options particulièrement, etc., etc. Puis vous n'avez pas eu le conseil. Vous pensez être peut-être assuré pour un certain nombre dans un certain nombre de cas qui ne le seront pas.
Nous, notre travail chez Pérenial, c'est justement de dire attention, là, vous êtes assuré, mais là, vous ne l'êtes pas. Est-ce que c'est important pour vous? Dans ce cas-là, on va choisir plutôt une autre que celle-ci. Très bien. Et il m'a semblé voir qu'il y avait des assurances qui prenaient en charge des coûts de prévention, c'est bien ça? Exact, oui, tout à fait. Ils ont leur propre système, ils font à la fois de la prévention et puis ce qu'on appelle du cybercheck. C'est très limité, bien évidemment. Ça aide les petites et moyennes entreprises. Hein. Ce sont des petites formations en ligne, généralement, qui durent 1 heure, qui vous redonnent les bons principes, les bonnes pratiques, merci. Qui vous donne une liste de checks de base, bien évidemment. Voilà, c'est intéressant. Elle ne le propose pas toutes. Ça ne remplacera jamais, bien évidemment, un audit et une analyse d'une société de cybersécurité, bien évidemment. Très bien. Alors, on attend encore quelques instants, voir s'il y a encore de nouvelles questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, à ce moment-là, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Et comme on a une latence de 20 secondes, on va se donner au moins ces 20 secondes d'attente. Merci en tout cas pour... Ça a été très agréable, c'est vrai. Et puis bien évidemment, chacun de notre côté, on va rester à l'entière disposition des participants et des entreprises pour répondre à toutes leurs questions. Si vous avez des questions ultérieures, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous les poser. Que ce soit l'un à l'autre, on transférera aux bonnes parties le cas échéant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.